Bonjour, bonsoir mes petits loups. Je termine l'écoute du 50e de la demi-centaine d'émissions de ce cher Papacito et de son émission donc Burger Ring. Je suis un peu déçu d'entendre que ça y est, à droite on commence à se taper dessus entre nous, c'est un peu triste. Alors je défendrai toujours le côté régionaliste, disons, de Papacito, qui est effectivement en dehors du côté parisiano-centré que je n'aime pas. Voilà, ça c'est fait, mais en même temps, je suis un peu déçu parce que je soutiens toujours grandement le collectif Nemesis qui mène son combat et un combat qui est très intéressant. Donc bon, petite querelle qui pour le coup est inintéressante. Bref, on est parti là-dessus. C'est dommage, bon, ça n'empêche pas que son podcast est absolument hilarant, mais je ne le défends pas particulièrement, à part pour le côté, effectivement, continuons à rire et restons des enfants dans la tête capables de rigoler et quittons un peu ce sérieux ambiant pénible. Bref, nous sommes partis. Le conservatisme est une base saine dans tous les pays. Cette phrase qui me semble pourtant absolument évidente n'est pas partagée par grand monde, notamment dans mon métier. Il n'y a que dans ce pays très étrange que le conservatisme est vu comme malsain, ou c'est le mal absolu. Rien de plus à dire, tant être conservateur, ne pas oublier ses ancêtres, son histoire, surtout quand l'histoire de notre pays est aussi riche, me semble être une base. Ensuite, on peut avoir quelques divergences d'opinion, mais bon, oui, bah voilà, le conservatisme comme base, la nature comme socle, l'excellence comme horizon, pour reprendre une certaine citation d'un homme vénère. J'ai eu un débat avec un collègue sur le fascisme, parce que voilà, lui hurlait tout de suite au fascisme, et je lui demandais s'il était seulement capable de me définir le fascisme. Et il se trouve qu'évidemment, non, il fait partie de ces gens qui hurlent au fascisme. Voilà, pour éviter justement d'avoir à débattre, ce qui est quand même un peu triste. Donc, définition du fascisme. Le fascisme est un système politique autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême. Il est bon de savoir donc définir les termes avant de les rejeter en hurlant, entre guillemets, bêtement. Voilà, donc je ne suis absolument pas un fasciste, soyons clairs, mais en revanche, je suis totalement nationaliste. Ça, oui, je suis pour l'autonomie d'un pays, pareil, comme le conservatisme, ça devrait être une base. Vouloir que son pays soit autonome d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue de l'éducation, de la justice, de la santé, ça me semble absolument naturel. Et ensuite, par contre, le côté autoritaire du fascisme et le côté sucrant les libertés de ces hommes et de ces femmes, ça non. Donc, pas fasciste, mais conservateur, oui, je le suis et je le maintiendrai jusqu'à mon dernier souffle. Le seul génie restant de ce régime à la tête de notre pays, selon moi, c'est sa capacité à semer la zizanie. On en parlait un petit peu d'ailleurs justement avec cette bien dommage querelle de chapelle entre le collectif Némésis et Papacito qui démarre. C'est fort triste. Voilà, nous allons commencer à nous tirer dans les pattes entre nous, même entre personnes qui sont censées plus ou moins être dans le même camp. Je veux bien qu'il y ait des divergences et qu'on résume l'un à un côté parisiano ou en tout cas centré autour des villes et l'autre qui représente la ruralité et le côté campagnard français. Mais bon, voilà, nous sommes censés faire front commun, non pas front populaire, mais front peut-être national. Bref, la capacité à semer la zizanie de ce régime est assez fascinante et est son dernier génie. Nous sommes en plein dans les fermetures de classe et donc on demande toujours plus aux enseignants avec toujours moins de moyens. Nous avons toujours plus d'élèves dans les classes, des parents toujours plus déconnectés de leurs enfants, des enfants qui ont une alimentation qui leur flingue le cerveau
un temps passé devant les écrans qui en fait de même, etc. Mais nous sommes censés avoir des résultats toujours meilleurs. Expliquez-moi comment. Idem, la formation est toujours plus dégueulasse. Bref, c'est absolument impossible. J'écoutais également la dernière émission du Raptor la semaine dernière, il me semble, qui parlait du dessin animé Hercule, qui est effectivement très intéressant. Je l'ai même montré vendredi en ce jour de vacances à mes élèves. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Il a déjà évoqué énormément de choses intéressantes dans son émission. Je souhaitais juste rajouter que dans ce dessin animé qui date de 19, enfin disons des années 80-90, on présente une ville immonde avec des gens qui ont baissé les bras, mais qui se permettent de juger celui qui est sain, physiquement comme mentalement, même s'il n'est pas le plus grand génie mental, mais il a quand même de bonnes stratégies lorsqu'il va affronter l'hydre au bout d'un moment, donc il a quand même l'intelligence, disons au moins l'intelligence du combat, et surtout il veut apporter son aide, mais il reçoit face à lui l'indifférence des citadins qui ont baissé les bras. Est-ce qu'on pourrait encore faire un parallèle entre citadins et ruralité? On va peut-être arrêter. Donc, il s'assoit plutôt que de participer au combat. L'hydre et Hercule s'affrontent. Hercule montrera par la suite que même sans sa force, il pourra faire preuve justement de son intelligence, de son ingéniosité. Avec le soutien important de son entraîneur, il prouvera que sans sa force, il pourra tout de même vaincre un cyclope parce qu'il n'a pas abandonné. Justement, en parlant de ne pas abandonner, j'ai grandement apprécié, je sais que le Raptor est un fan de la chanson Zero to Hero, j'ai largement préféré la chanson chantée par Philoctète, Il me reste un espoir, qui résonne particulièrement lorsque l'on est enseignant. Justement, cet espoir, pour moi, ce sont mes élèves, et c'est également vous qui êtes, je l'espère, capable d'entendre des arguments auxquels vous n'êtes pas habitués, les faire vôtres, peut-être aller plus loin, je l'espère, que ces arguments de façade. On voit également au cours de cette chanson que Hercule, tout comme Rome, ne s'est pas fait en un jour, qu'il a eu besoin du soutien de son entraîneur tout du long, et peut-être même d'un coup de pouce des dieux, puisque Philoctète était sur le point de refuser de l'entraîner avant que de se prendre littéralement la foudre, et c'est donc le signe que lui a interprété comme un signe des dieux, et c'était le cas, pour justement transformer en anglais, puisqu'en français ça rend un peu moins bien, mais transformer le je n'ai que deux mots à te dire, et je pense qu'il allait dire no way en ok, et donc c'est le ok, nous sommes partis pour ton entraînement. Et cet entraînement va être tout sauf une sinécure, il va être très difficile. Et effectivement, devenir un héros demande du cœur. Et devenir un héros demande de ne pas rechercher uniquement la célébrité, mais de faire également des actes dans l'ombre. Hein. L'acte qu'il a fait d'aller récupérer l'âme de Mégara pour lui permettre de se sauver, de ressusciter, appelez ça comme vous voulez, eh bien c'était un acte qu'il a fait aux yeux d'absolument personne, à part Hadès. Hadès qui ne pourra d'ailleurs même pas en parler, puisqu'il se retrouve d'un coup de poing au milieu des âmes qu'il avait dans son Styx. Et donc, que voulais-je dire à partir de cela? Oui, il a produit cet acte noble et héroïque sans public, sans se retrouver face à des personnes qui auraient pu admirer et l'applaudir, comme ont enfin fini par le faire les citadins qui se sont rendus compte de l'héroïsme d'Hercule. Mais tristement, et même face au Cyclope, on peut aussi remarquer que ces citadins n'ont pas eux-mêmes cherché à se tirer les doigts pour aider Hercule contre le Cyclope en eux-mêmes tentant de faire quelque chose, de l'aider avec sa corde qu'il attache au pied du Cyclope pour crever l'œil du Cyclope, avec je ne sais plus ce qu'il utilise pour lui crever l'œil. Mais voilà, c'est bien dommage. Beaucoup de choses effectivement à tirer de ces dessins animés que j'avais finalement assez peu apprécié lorsque j'étais enfant, parce que je n'ai pas trop aimé
toute la partie gospel, je trouve que ce n'est pas extrêmement bien chanté. Ces chansons ne sont pas extrêmement jolies par rapport à ce que peut produire Disney. La seule chanson qui me plaît dans ce Disney, je l'ai dit, c'est cette chanson Il me reste un espoir, que je trouve vraiment très bien interprétée, très bien chantée, aux paroles très intéressantes et très bien appuyée par les dessins au cours de cette chanson. Mais voilà, un dessin animé à voir, à revoir et que j'ai présenté à mes élèves. Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite, une émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps, bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, la région de la choucroute, de la tourte, et bien d'autres spécialités culinaires et architecturales encore, l'Alsace. Si tu n'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter cette émission jusqu'au bout, et prends-moi donc un bretzel, je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros. Cette émission, puisqu'ici l'on tâchera au maximum de parler français, durera une grosse heure et est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici, nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain dans un esprit sain, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée, bien éduquée, afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun de l'améliorer, de la faire progresser constamment. Voici un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants, ceci viendra, tout comme le public pour ce podcast, j'ai foi et confiance dans ce que je propose au travers de cette émission, qui sera, d'un point de vue personnel, un excellent exercice afin de hiérarchiser, ordonner mes pensées pour faire entendre en anonyme pour le moment une voix d'enseignant comme on n'en entend jamais. Je m'astreins donc avec vous à une discipline de pensée et de transmission non seulement à mes élèves de par mon métier hors antenne, mais à vous également. Je vous présenterai ici mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends, les vertus que je pense être capable de transmettre afin que les parents, rappelons comme à chaque fois que la famille est la première éducatrice de notre jeunesse, futurs parents, professeurs et tous membres de la communauté enseignante, ou même les curieux et les bons de lettres et les anciens que je salue, sachent ce que vivent ou vivront les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous aborderons les problèmes des enseignants, tout en défendant les autres professions valables et vertueuses, en clamant toujours haut et fort que les enseignants ne sont pas les plus à plaindre d'une part dans leur métier, et sont en plus responsables en grande partie de la merde dans laquelle ils se retrouvent parfois plongés aujourd'hui, d'autre part. Nous rappellerons aux enseignants la notion de neutralité politique. Vous me direz que je ne la respecte pas toujours, loin s'en faut même, mais vous êtes des adultes responsables capables de vous faire vos propres opinions. Personne ne vous enjoint à gober tout ce que je déblatère sans y réfléchir, au contraire. J'espère une écoute active. Encore plus lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles, ce qui a un nom, au mieux manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge, et au pire c'est plus court, pédocriminalité. Il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante comme celle des élèves, retrouver valeurs et vertus perdues ou en voie de perdition. Ne cédons pas aux modes et pseudo-dictates moraux aux conséquences catastrophiques sur la jeunesse, montrons la voie à la future génération. Pour résumer, promotion du goût de l'effort, travail et défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive sortie de la torpeur, négativité, pensée unique et passage à l'action, émission salée sans langue de bois qui aura pour but ultime de lutter contre le nihilisme ambiant dans ce beau pays, de faire évoluer l'école, pourquoi pas notre société, j'ai beaucoup d'espoir, pas de fausse modestie, vers un modèle que j'espère bien plus sain. Cette émission sera bien entendu préparée en amont, mais je ne ferai pas de travail de redécoupage. J'ai d'autres projets à mener à bien dans cette vie, j'espère que vous pardonnerez donc bégaiement, égarement, prise d'eau et de caféine lors de l'enregistrement, pour l'authenticité que cela apportera à l'émission qui, je l'espère, aura beaucoup à vous offrir. Plan de l'émission du jour. Aujourd'hui, le harcèlement à l'école.
La série d'ouvrages sur le Bourbon Kid, un article comme d'habitude qui reviendra sur cette première partie qui concerne le harcèlement à l'école, une citation comme à l'accoutumée, et enfin un petit nouveau mot pour votre culture, et enfin nous conclurons, et nous voilà partis ensemble. Le harcèlement scolaire, un phénomène à la fois ancien et contemporain. Mini-histoire du harcèlement scolaire, d'un tabou à une reconnaissance publique. Le harcèlement scolaire a bien évidemment toujours existé, mais il n'a été considéré comme un véritable problème de société que récemment. Et il n'a été réellement défini et circonscrit d'ailleurs que récemment. C'est dans les années 1970 que le chercheur suédois Dan Olweus, Olweus pour ceux qui voudraient aller chercher, a commencé à analyser systématiquement le harcèlement en milieu scolaire, proposant une définition, comme tout à l'heure sur quel terme cherchais-je à définir, je ne sais plus, si le fascisme. C'est quand même intéressant de connaître les définitions des termes que l'on emploie, plutôt que de les employer comme ça à tort et à travers, juste comme point Goldwyn et être sûr de remporter son argument et son débat, entre guillemets, bêtement. Donc, cette définition fait encore référence aujourd'hui, c'est une violence répétée, intentionnelle, impliquant un rapport de force inégal. Beaucoup de termes importants dans cette toute petite définition finalement. Une violence répétée, intentionnelle, impliquant un rapport de force inégal. En France, Éric Debarbieux, que je vous ai déjà cité dans un podcast, je ne sais plus lequel, a largement contribué à populariser le concept, notamment avec ses travaux depuis les années 2000 sur la violence à l'école. Si je me souviens, on avait parlé de son article qui s'appelait « À l'école des enfants heureux, enfin presque », où il disait que, on va en reparler d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à l'école élémentaire, du moins 90% des enfants sont heureux à l'école. J'insiste beaucoup toujours quand je fais des rencontres avec les parents de mes élèves. Il est primordial que les enfants finissent à minima l'école élémentaire en aimant aller à l'école. Si dès l'école élémentaire, ils n'aiment pas l'école, c'est un gros problème pour la suite. Bref, le rôle des réseaux sociaux, une prolongation incessante et catastrophique du harcèlement. Les réseaux sociaux ont transformé le harcèlement scolaire en un phénomène permanent, qui ne s'arrête donc pas lorsque la journée d'école se termine. Ce qui se passait autrefois uniquement dans l'enceinte de l'école se poursuit maintenant en ligne sans interruption, parfois jusque dans la nuit, et c'est absolument catastrophique. Le cyberharcèlement permet à des groupes de harceleurs d'intensifier encore la pression sur la victime tout en rendant l'intervention des adultes plus difficile encore. Des affaires tragiques comme celle de Marion Fraisse en 2013 ou de Dina en 2021 ont illustré les dangers extrêmes de ce harcèlement numérique et la complexité totale de lutter contre ce harcèlement qui du coup se retrouve permanent. Les dérives. Toutefois, à trop crier au harcèlement, on peut banaliser ce concept, comme pour beaucoup de choses. Si le harcèlement scolaire est absolument une réalité grave, voire parfois gravissime, il est aussi essentiel de distinguer ce qui relève d'un conflit isolé d'un véritable harcèlement. De plus en plus de parents accusent à tort l'école de ne pas réagir, crient au harcèlement dès la première fois où leur enfant se fait embêter, quand justement il faut pouvoir réagir dès cette première fois, mais faire le distinguo entre harcèlement et se faire embêter une fois, ce qui est tout à fait normal pour des enfants, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, mais ne pas confondre les termes. Cette inflation justement du terme peut nuire aux réelles victimes et créer un climat de suspicion permanent et généralisé entre parents et enseignants. Le harcèlement, un apprentissage de la résilience. Peut-on aborder ce point-là? Certains sociologues avancent que des formes légères de taquinerie ou de pression sociale peuvent tout de même avoir des effets positifs. Elles obligent les enfants à se renforcer, à développer des stratégies de défense, qu'elles soient verbales ou physiques. Toutefois, cette idée est controversée
et ne doit pas servir à justifier une inaction face à des situations avérées de harcèlement destructeur. L'école primaire, un lieu d'épanouissement contrairement au collège. Nous rappelons que Éric Depardieu affirme que l'école primaire est l'école des enfants heureux. En effet, les enquêtes montrent que le harcèlement est beaucoup plus marqué au collège, période charnière où les adolescents testent leur pouvoir social et leur identité. Un reflet des tensions sociétales, le harcèlement scolaire n'est pas un phénomène isolé, il reflète un manque général de dialogue dans notre société. Pire encore, certains parents, persuadés que leur enfant est victime, adoptent des comportements toxiques tout à fait similaires à l'égard des enseignants. Je connais bien ça, via des groupes WhatsApp où ils dénigrent et attaquent les enseignants, les policiers, etc., sans jamais chercher à dialoguer avec les professionnels de l'éducation, et je vais le dire tout à fait clairement, se comportent comme des lâches, et je le répète directement aux parents lorsque je les vois, car ils ne viennent pas nous voir pour en discuter, dialoguer, ce qui devrait être l'image, le modèle que nous devrions montrer à leurs enfants, à notre jeunesse. Et non, ils sont les premiers à, dans le dos des enseignants, dans le dos de qui sais-je encore, monter leur petit groupe WhatsApp pour cracher dans le dos de tous ceux avec qui ils ont des problèmes. Ils sont pitoyables et c'est pour cela que cette société en est là. On ne peut pas espérer que la jeunesse soit impeccable, parfaite, et bien si ceux qui sont censés être les modèles de cette jeunesse sont ridicules. Cette attitude contribue à la méfiance généralisée et à une escalade des tensions. La méthode de préoccupation partagée est-elle une solution efficace ? Cette méthode, inspirée des travaux d'Anatole Picasse, avec un K, vise à sensibiliser progressivement les harceleurs sans les sanctionner immédiatement. L'idée est de susciter l'empathie en engageant un dialogue régulier entre les adultes et les jeunes impliqués. Si cette approche peut être pertinente pour les jeunes enfants, elle semble moins efficace avec des adolescents en pleine crise identitaire dont l'empathie fluctue. De nombreux enseignants jugent cette méthode intéressante mais peut-être un peu trop indulgente, c'est mon cas, surtout face à des cas graves. Car dans cette méthode, on ne punit pas, on ne sanctionne pas l'élève harceleur, on lui fait jouer, et encore une fois, je trouve ça très intéressant, le rôle de témoin inactif, le rôle de victime et le rôle de harceleur, ce qui est toujours très intéressant, on va en reparler juste après. Mais on n'en vient jamais à tout de même, il faut sanctionner ce comportement pour marquer le coup. On en parlait la dernière fois, non pas avec les châtiments corporels, mais avec l'intérêt tout de même de préserver les sanctions et punitions. Des rôles fluctuants, le disais-je, harceleur, harcelé, témoin, inactif ou actif. Il est important de noter qu'un même individu peut, et endossera même, sans doute très souvent, plusieurs rôles à différents moments de sa vie. Cela fait partie de l'apprentissage. Un enfant harcelé dans un cadre peut devenir harceleur dans un autre. La prise de conscience de cette dynamique est essentielle pour prévenir les situations de harcèlement de manière efficace. Et quand je prenais l'exemple des parents qui font des groupes WhatsApp dans le dos de tout le monde pour cracher sur le dos des autres, je suis certain qu'ils ne sont même pas conscients que cela peut s'apparenter à du harcèlement. Donc ils aimeraient que le harcèlement envers leurs enfants s'arrête sans même se rendre compte que eux qui sont censés être adultes, éduqués, informés, font preuve eux-mêmes d'un rôle de harceleur dans un autre contexte. En conclusion, le harcèlement scolaire est un enjeu complexe, reflet de tensions sociétales plus larges. S'il est crucial d'y répondre de manière adaptée, c'est une évidence, il est nécessaire d'éviter de galvauder le concept sous peine d'en minimiser l'importance. La meilleure réponse réside probablement dans une éducation à la communication et à l'empathie, ainsi que dans un dialogue réel entre enseignants, parents, élèves, c'est-à-dire communauté éducative, comme je le répète à chaque foutue émission. La saga Bourbon Kid, un petit résumé des tomes, et peut-être que je vais dire des bêtises car cela fait très longtemps que je ne m'y suis pas
Replongé, je me suis donc permis d'user de ChatGPT pour me rafraîchir la mémoire. Je vous le dis en toute transparence. Premier tome, le livre sans nom. Tout commence dans la ville fictive de Santa Mondega, un véritable coupe-gorge où règne violence, crime et corruption. Pas de parallèle avec certaines villes de notre pays, avec ce que sont en train de devenir certaines villes de notre pays. Tout cela est fort triste. L'intrigue s'articule autour d'un mystérieux objet, l'œil de la lune, une pierre au pouvoir surnaturel qui attire la convoitise de nombreux personnages. On y découvre notamment le Bourbon Kid, un tueur sanguinaire qui massacre quiconque croise sa route s'il a bu un verre de bourbon juste avant, Sanchez, barman au Tapioca, c'est le nom de son bar donc, grossier et lâche mais attachant qui se sortira parfois les doigts et dont le développement au fil des tomes est intéressant. Jasmine, une barmaid séduisante et redoutable, Dante Casey, un couple de chasseurs au trésor, El Santino, un moine impitoyable à la solde d'une confrérie religieuse et bien d'autres. Et d'ailleurs, je ne me souviens plus si ChatGPT ne me dit pas une connerie, car dans ma mémoire en tout cas, Jasmine n'apparaît pas au premier tome, mais je ne sais pas qui a raison de moi ou de ChatGPT. Les flics Jensen et Somers qui sont incompétents et corrompus. L'ambiance est un mélange entre western moderne, polar noir et horreur avec en prime l'introduction d'un élément fantastique, une ville infestée de vampires et l'œil de la lune qui pourrait les rendre invincibles et leur permettre de ne pas avoir à se cacher le jour. Pourquoi c'est marquant? Un récit ultra rythmé, des punchlines savoureuses, une intrigue qui multiplie les retournements de situation, un final explosif, bref, un plaisir absolu à lire. Plaisir coupable. Deuxième tome, L'œil de la lune, sorti en 2008. Ce deuxième tome approfondit l'univers en révélant le passé du Bourbon Kid. On apprend qu'il était autrefois un adolescent ordinaire et amoureux à qui il est arrivé je ne sais plus quel carabistouille un jour d'Halloween. Sanchez, devenu un monstre sanguinaire après avoir bu un étrange élixir. L'intrigue s'articule autour d'un tournoi mortel organisé par les vampires où les participants doivent s'entretuer pour le plaisir de leur maître. Le Bourbon Kid, bien évidemment, se retrouve plongé au cœur de cette boucherie. On en apprend davantage sur la mythologie de Santa Mondega, notamment les origines des vampires et les liens entre l'œil de la lune et les forces occultes, ainsi que l'introduction dans ce tome, je crois, de Rodeo Rex, imaginez une espèce de Hulk Hogan sous encore plus de testostérone. Le cimetière du diable, changement de décor, ce tome se déroule dans un hôtel casino perdu en plein désert où a lieu un concours de chant type The Voice, sauf que chaque candidat risque d'y laisser sa peau. On retrouve le Bourbon Kid, Jessica, une jeune femme en quête de vengeance, et un Elvis, un tueur à gages, ressemblant étrangement à Elvis Presley. Ce roman pousse encore plus loin le côté série B délirante avec des assassinats spectaculaires et des rebondissements délirants. C'est ici qu'apparaît, je crois, le personnage de Scratch qui n'est nul autre que le diable. Pourquoi c'est marquant? L'ambiance à huis clos sanglante, le côté parodie de télé-réalité et l'ajout de personnages toujours plus déjantés. Le livre de la mort. Ce volume vient conclure l'arc principal en réunissant tous les personnages dans une bataille finale dantesque. À Santa Mondega, tous les fils narratifs sont résolus. On découvre que le Bourbon Kid est en fait l'élu d'une prophétie destinée à anéantir les vampires une bonne fois pour toutes. On observe un final explosif rempli de règlements de compte, une conclusion qui aurait pu être définitive, sauf que l'auteur a relancé une suite avec notamment l'apparition de l'Iroquois. S'ensuit donc Psycho Killer. Je l'ai sous les yeux. Qu'est-ce qu'il me dit, le Psycho Killer? Oui, donc il se passe à B-Movie L. Le FBI confie une affaire à Jack Munson. Et voilà. Quoi d'autre? S'ensuit le pape, le Kid et l'Iroquois, donc encore de nouveaux personnages, ne vous en faites pas, on arrive au terme.
L'histoire introduit un jeu du chat et de la souris avec des courses-poursuites épiques et un humour noir toujours aussi tranchant et jouissif à lire. Santa Mondega, qui est le dernier tome que j'ai lu, permet un retour aux sources et semblait être une fin. Une relecture modernisée du premier tome où l'auteur s'amuse à déconstruire ses propres clichés. Est sorti récemment le tome Kill the Rich qui me fait un peu moins envie. Je n'ai pas lu non plus le hors-série Le Noël de Sanchez et je crois qu'il est en train de travailler sur une suite où, si j'ai bien compris, nous allons assister au retour de Hitler. Il faudra que je me penche là-dessus. Le mystère autour de l'auteur sans nom, l'identité de l'auteur, pendant qu'un écureuil passe devant mes yeux éblouis, l'identité de l'auteur demeure inconnue, plusieurs théories circulent, certaines rumeurs parlent de Quentin Tarantino lui-même, cela semble peu probable, d'autres parlent du prince de Monaco, l'auteur a simplement expliqué qu'il voulait éviter la célébrité, laisser ses livres parler pour lui. On ne sait donc pas s'il s'agit d'un écrivain déjà connu qui utilise un pseudonyme pour écrire sans censure, s'il s'agit d'un collectif d'auteurs, car le style varie parfois légèrement d'un tome à l'autre, ou d'un simple inconnu qui aurait trouvé son public par le bouche à oreille. Pourquoi cette saga est exaltante aujourd'hui, alors que la littérature, comme le monde, de manière générale, tend à être de plus en plus policée, les romans Bourbon Kid sont un défouloir absolu, où la morale n'a pas sa place. Cependant, derrière cette violence outrancière, on peut tout de même retrouver quelques points intéressants. Une vraie galerie de personnages attachants, notamment le Bourbon Kid lui-même à la fois monstre et anti-héros, un esprit de camaraderie avec des duos iconiques et un groupe complet, les Dead Hunters, qui est également iconique, l'Iroquois également, son amoureuse, l'amoureuse du Bourbon Kid également, Scratch, etc., etc., Kaloun. Un message sur la survie, où seuls les plus rusés, les plus forts s'en sortent. C'est une lecture absolument exaltante, subversive et jubilatoire, à savourer justement avec un verre de Bourbon à la main. Dans son rapport intitulé Refuser l'oppression quotidienne, la prévention du harcèlement à l'école, remis le 12 avril 2011, Éric Debarbieu propose une série de recommandations pour lutter efficacement contre le harcèlement scolaire. Parmi ces recommandations, il identifie plusieurs axes prioritaires d'action et ce qui est intéressant, c'est qu'il souligne que l'amélioration d'un seul de ces aspects aura des répercussions positives sur l'ensemble des autres et donc sur l'ensemble du climat scolaire plus largement que le seul entre guillemets harcèlement. Voici les principaux points abordés dans le rapport pour résumer. Formation des personnels éducatifs. On a déjà parlé de la formation des enseignants qui est plus que limitée. Sensibiliser et former les enseignants, les personnels administratifs et les agents scolaires aux problématiques du harcèlement pour qu'ils puissent identifier, prévenir, intervenir de manière appropriée. Implication des élèves. Encourager la participation des élèves dans la prévention du harcèlement en les formant à la médiation par les pairs, en les impliquant dans des projets collectifs visant à promouvoir le respect et la bienveillance, ainsi que le développement de l'empathie. Collaboration avec les parents, on en parlait également, renforcer la communication et la coopération réelle entre l'école et les familles pour assurer une prise en charge cohérente et efficace des situations de harcèlement. Mise en place de protocoles clairs, établir des procédures précises pour signaler, traiter, suivre les cas de harcèlement, par exemple la méthode de préoccupation partagée dont nous parlions, garantissant ainsi une réponse rapide, adaptée et systématique. Promotion d'un climat scolaire positif, développer un environnement inclusif et sécurisant où chaque élève se sent respecté et valorisé, ce qui réduit les comportements agressifs et favorise le bien-être. Éducation aux compétences sociales et émotionnelles, intégrer dans les programmes scolaires des enseignements visant à développer l'empathie, la gestion des émotions et la résolution pacifique des conflits, une surveillance accrue des espaces sensibles, identifier les lieux et moments propices au harcèlement, cours de récréation, couloirs, réseaux sociaux, et y renforcer la vigilance des adultes,
C'est un point sur lequel je suis un peu dubitatif car je suis un anti-surveillance en permanence. Je n'aime pas du tout cette idée, je ne veux pas qu'on arrive à un monde avec des caméras de surveillance dans les cours de récréation, voire dans les salles de classe. Je ne veux pas de ce monde-là. Utilisation des outils numériques de manière responsable, former les élèves aux usages responsables des technologies et des réseaux sociaux pour prévenir le cyberharcèlement, évaluation régulière des actions menées, mettre en place des indicateurs pour mesurer l'efficacité des dispositifs anti-harcèlement et ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus. Et enfin, soutien aux victimes et aux auteurs, proposer un accompagnement adapté aux élèves victimes de harcèlement, mais aussi aux auteurs, afin de comprendre les causes de leur comportement et prévenir ainsi les récidives. Éric de Barbieux insiste sur le fait que l'amélioration d'un seul de ces aspects, comme je le disais, peut entraîner des effets bénéfiques sur les autres grâce à une dynamique positive globale. Par exemple, renforcer la formation des personnels éducatifs peut améliorer la détection des cas de harcèlement, ce qui conduit à une intervention plus rapide et efficace, améliorant ainsi le climat scolaire général. Pour une compréhension plus approfondie de ces recommandations, vous pouvez consulter le rapport complet disponible sur le site de notre cher ministère de l'Éducation nationale. Be Water, my friend, une philosophie de l'adaptation. Origine et contexte de cette petite citation, la phrase Be Water, my friend est devenue une maxime emblématique de Bruce Lee. Elle provient d'une interview télévisée donnée en 1971 à Pierre Berton, un célèbre journaliste canadien. Dans cet entretien, Bruce Lee explique sa conception des arts martiaux et de la vie en général. La nécessité d'être fluide, adaptable et de ne pas résister inutilement aux obstacles. Je vous fais un petit extrait avec mon superbe accent anglais. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it into a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Petite traduction là sur le à chaud. Vide ton esprit, sois sans forme comme l'eau. Si tu mets de l'eau dans une coupe, elle prend la forme de la coupe. Si tu mets l'eau dans une bouteille, elle prend la forme de la bouteille. Si tu la mets dans une théière, elle deviendra la théière. Maintenant, l'eau peut... mince, je ne saurais même pas comment vous traduire ça. Peut suivre le mouvement ou s'écraser, soit comme l'eau, mon ami. Bref, autrement dit, l'eau ne s'oppose pas aux contraintes, elle les épouse et les transforme en opportunités. Bruce Lee appliquait cette vision à son approche des arts martiaux, notamment au Jeet Kune Do, son art du combat personnel, qui rejette les formes rigides au profit d'une réponse fluide et instinctive. Une sagesse partagée par la science et la philosophie. Si l'on se penche sur cette citation avec un regard scientifique, l'eau est effectivement un modèle d'adaptabilité par excellence. À l'état liquide, elle épouse la forme du récipient qui la contient. À l'état solide, elle devient intransigeante et résiste aux forces qui cherchent à la modifier. En vapeur, elle échappe à tout contrôle, à toute contrainte physique, insaisissable, libre comme l'air, littéralement, une vraie championne de la flexibilité. Jean Piaget, grand psychologue du développement, aurait sans doute approuvé cette métaphore. Pour lui, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, l'aptitude à modifier son comportement pour mieux répondre aux exigences de l'environnement. L'eau en est donc le parfait symbole. Elle incarne une intelligence purement physique, un modèle d'ajustement permanent. Une leçon de vie et d'humour. Pardon. Si l'on veut appliquer cette sagesse dans notre quotidien, il suffit de regarder notre vie comme un vaste récipient en perpétuel mouvement, changement. Parfois nous devons être fluides pour éviter les conflits inutiles. D'autres fois, comme la glace, nous devons rester de marbre, poser des limites claires et intransigeantes.
Parfois, il est préférable d'être comme la vapeur, insaisissable et libre, capable de prendre du recul. Bruce Lee nous rappelle ainsi qu'il est inutile de lutter contre des forces incontrôlables. Au lieu de se cabrer, tel un cabri, face aux difficultés, mieux vaut les contourner, les absorber ou les transformer à notre avantage. Après tout, dans un monde en perpétuel mouvement, mieux vaut être une rivière qu'un mur de briques. Il suffit de voir pour cela la force que peut avoir l'eau en temps de catastrophe naturelle. La citation « Be water my friend » en conclusion est bien plus qu'un simple conseil de souplesse physique ou mentale, c'est une philosophie de vie qui invite à s'adapter sans renier sa nature, à être fort sans être rigide, et à savoir choisir le bon état en fonction des circonstances, avec intelligence et adaptabilité donc. Alors la prochaine fois que la vie vous met sous pression, demandez-vous, suis-je dans le bon état ? Dois-je être fluide et adaptable, solide et inébranlable ou insaisissable et libre ? Et surtout, si quelqu'un vous met en colère, souvenez-vous que l'eau peut aussi éteindre le feu. À bon entendeur. L'ADN, la molécule superstar de la vie. Ah, l'ADN, ce nom qu'on entend partout, mais dont peu savent qu'il signifie acide désoxyribonucléique, encore un mot qui vous rapportera des points au Scrabble, si toutefois cela tient sur un plateau de Scrabble élargi. Un nom bien compliqué pour une molécule qui pourtant est la recette de fabrication de tout ce qui est vivant. Vous, moi, le pélican et même cette plante qui refuse de survivre sur votre balcon, vous les écolos des villes, qui ensuite, tel Guenièvre dans Camelot, découvrez les moutons tondus. Mais c'est affreux! L'ADN, cette superstar, imaginez une échelle en colimaçon, vous l'avez, ajoutez-lui des barreaux faits de bases azotées réparties en binôme fidèle, l'adénine s'accouple toujours avec la thymine, la cytosine toujours avec la guanine. Pas de divorce ici, point non plus de changements étranges. Oups, oula, pardon. Non, pas pardon. Ces couples sont inséparables, l'ensemble forme la magnifique double hélice qui, si elle a un problème, donne lieu à des cancers, vous pouvez méditer un peu ça. Cette forme iconique qui fait rugir et rougir n'importe quel architecte. C'est dans cette longue molécule qui tient dans une cellule, dans un noyau plus précisément, que se cache le plan de construction de votre corps, telle une encyclopédie géante que vos cellules feuillettent chaque jour, chaque seconde, chaque instant pour fabriquer tout ce dont elles ont besoin, et notamment de l'énergie pour la plupart. Pas pour les zombies donc. L'ARN, l'assistant d'Hermès. L'ADN, c'est un peu le grand patron qui délègue. Il ne quitte jamais son bureau, le noyau de la cellule, mais il a un assistant fidèle, l'ARN, l'acide ribonucléique. Il s'est donc fait désoxyder. Son rôle est de transcrire les informations de l'ADN et de les transmettre hors du noyau aux usines de production des protéines. C'est Charlie Chaplin dans son usine, le ribosome, avec son petit chapeau melon, mais pas de botte de cuir. Et là, entre en scène notre messager de l'extrême, l'ARN messager, alias l'Hermès. Oui, je viens de me refaire 2 fois Hercule, avec ses petites lunettes violettes. Tout le monde a été capturé. J'ai été capturé. Des cellules. Il est chargé de livrer la copie des instructions génétiques au ribosome, leur permettant ainsi de fabriquer toutes les protéines nécessaires à la vie. Sans lui, pas de muscles, pas d'enzymes digestives, pas de cheveux. Bon, même avec lui, pas de cheveux. Pour certains, je suis désolé pour vous. Bref, c'est un vrai MVP. ADN et ARN, les jumeaux, point si identiques. On pourrait croire que l'ARN est un clone de l'ADN, mais pas tout à fait. Il y a quelques différences majeures entre les deux. L'ARN n'a qu'un seul brin, alors que l'ADN est en double hélice. L'ARN est donc plus souple et mobile. L'ARN utilise l'uracile à la place de la thymine, petit ajustement qui change tout. Enfin, l'ARN n'a pas besoin de rester dans le noyau, il peut vadrouiller dans la cellule. Pourquoi tout le monde parle de l'ARN messager ? Depuis quelques années, l'ARN messager fait parler de lui avec les vaccins à ARN justement messager. Pas de panique, il ne va pas réécrire votre ADN pour faire de vous une pastèque. Il sert simplement à donner temporairement des instructions à vos cellules afin qu'elles produisent une protéine particulière contre laquelle votre système immunitaire pourra apprendre à se défendre. Ensuite, l'ARN messager est dégradé et disparu. Retour rapide sur le vaccin.
Je pense, les anti-vaccins pour le Covid, je peux comprendre vos arguments, je les entends, je les respecte, mais je pense que vous sous-estimez la superbe machine qu'est votre corps. Votre corps ne va pas dépérir quoi qu'on pense de ce vaccin avec une seule injection, d'accord? Et il faut des années et des années d'écran, de porno, d'inactivité physique et comme intellectuelle, de malbouffe, d'éco-anxiété pour réellement réussir à détruire votre corps, d'accord? Donc on se relaxe avec l'ARN messager. L'ADN, en conclusion, c'est donc un peu l'auteur du script de votre vie, pendant que l'ARN en est le messager et le metteur en scène. C'est une véritable équipe gagnante qui nous permet d'exister, de bouger et même de digérer une pizza. Plutôt fascinant, non? Parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde et de veiller à leur santé mentale comme physique. Notre rôle à nous enseignants, il sera toujours bon de leur rappeler, c'est d'aider à la formation des valeurs saines, naturelles, en premier lieu, la curiosité. Plus tard, ils feront leur choix personnel en responsabilité avec la base solide que nous leur aurons donnée, un esprit critique, affûté telle une lame de rasoir comme le nôtre, comme le vôtre. Mais l'un de nos nombreux rôles est de protéger l'enfance dans son innocence. Offrons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents, de l'ensemble de la communauté éducative. Et enfin, notre plus bel objectif sera de les aider à savoir devenir. Retrouvons ensemble une communauté éducative soudée. Cessons avant tout de nous tirer dans les pattes. Nous valons mieux que cela. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous le voulez, où je ne publie quasiment jamais, mais c'est pas grave. Force, intelligence, culture, spiritualité, nature, honneur, n'oubliez pas que rien ne sert d'être gauche. Sans cesse, il nous faut faire preuve de droiture. Soutenez-vous, le vocabulaire millénaire du kalos kagatos, de l'harmonie, de l'équilibre, du respect des ancêtres, même dans les erreurs qui doivent nous permettre de grandir encore, ou bien le gauche vocabulaire d'une gauche molle physiquement comme mentalement, qui a une cinquantaine d'années d'existence. Choisis ton camp, camarade, pour reprendre leur vocabulaire, ce qui est marrant. Si tu respectes tes ancêtres, tu ne devrais pas avoir la prétention de tout savoir mieux qu'eux. Pour commencer, oui je sais, j'ai dit ne nous tirons pas dans les pattes, mais laissez-moi être taquin. Bisous, à bientôt.